Coucou les copains, cette semaine nous allons parler d'un film d'animation foutrement populaire auprès de vos petites sœurs, mais certainement pas de vos parents, puisqu'il s'agit de Frozen. Par parenthèse, je ne l'avais absolument pas vu avant l'écriture de cette vidéo, je faisais partie de ces 4 personnes, maintenant ils sont 3. Je le dis tout de suite pour les quelques-uns qui découvriraient la chaîne à l'occasion de cette vidéo, ce ne sera pas des réactions, ni une critique de l'écriture, ni même des théories Tumblr. Ça m'intéresse pas tellement, le sujet chez moi c'est pas ça, le sujet chez moi c'est l'animation. La Reine des Neiges, ou Frozen dans la langue de Kanipa, c'est un film d'animation de 2013 de Disney, réalisé par Jennifer Lee, mais surtout Chris Buck. Je le dis comme ça, surtout non pas pour être un gros porc misogyne, mais parce qu'autant Jennifer Lee était surtout connue pour avoir participé à l'écriture des mondes de Ralph, autant Chris Buck, lui, travaille depuis maintenant 40 ans chez Disney, et qu'il a par conséquent activement contribué au renouveau du studio à la fin des années 80. Il était déjà connu pour la réalisation de Tarzan et de Roi de la Glisse, et je ne saurais que trop vous enjoindre à vous intéresser à ses travaux de Chara Design. Bref. Quand on veut comprendre comment est animé un film, c'est quand même très important de savoir qui l'a fait et à quel moment de sa carrière. Un film, ça a du sens individuellement, et c'est très bien, parce que le contraire serait un petit peu curieux, mais ça a encore plus de sens quand c'est placé dans son contexte historique. Ce film est sorti en 2013, il marche donc dans les pas de Réponse, sorti 3 ans plus tôt. Il s'inscrit à la suite du coup de Réponse et de La Princesse et la Grenouille, dans la résurrection de Disney de 2009, qui elle, fait suite au second âge sombre du studio. Ne vous en faites pas, je sais d'ores et déjà que vous êtes complètement perdu. Cette histoire de résurrection, c'est pas un détail très important. En gros, début 2010, après une décennie de films un petit peu moins rentables et un peu moins bien reçus peut-être, Disney a refait des films qui ont généré masse de flouze et qu'on fait chanter vos petites sœurs. Frozen, c'est donc la consécration de Jennifer Lee, mais pas que, j'espère que vous êtes prêts. Il y a 2 réponses à cette question fort mal posée et fort mal amenée. La première est très courte et vraiment putassière. C'est le directeur artistique. La deuxième est quand même un petit peu moins laxiste, et montre que j'ai ouvert des livres un peu. Il a été choisi dès le début de la production par Chris Buck, pour son sens du design extraordinaire, et en effet c'était plutôt le bon bail. Bien qu'il n'avait auparavant jamais travaillé sur de l'animation par ordinateur, il était connu pour son utilisation des couleurs ultra intelligentes. On s'en rend déjà compte sur Frozen, pour sûr, mais si vous voulez vous faire une meilleure idée, je vous conseille plus particulièrement Pocahontas, un autre Disney sur lequel il occupait déjà la même fonction. Il y a quelque chose de presque beau-sien dans ces choix de couleurs. L'idée de base de Chris Buck en engageant Guillemot se limitait pas aux couleurs. La vision artistique de Monsieur Buck était en fait tournée vers des designs stylisés, dans la plus pure tradition de La Belle au Bois dormant, de 101 Dalmatiens ou même plus récemment de La Princesse et la Grenouille. Quelque chose pour lequel définitivement Guillemot était l'homme de la situation. Retour à la production parce que là, vraiment, vous êtes en train de penser à ce que vous avez mangé ce midi. Petite anecdote rigolote, c'est pas le coup des 7 Disney en ce qui concerne les adaptations des contes d'Anderson. En 1931, on avait déjà vu une tentative, un petit peu timide peut-être, d'adapter Le Vilain Petit Canard, qui a été vraiment un succès qu'après, pour le deuxième essai de 1939. La raison principale selon moi étant quand même bien liée à l'arrivée de la couleur. La version de 39 me rend, cela dit, moins triste que celle de 31, parce qu'il faut bien avouer que ce pauvre petit cygne méritait pas un an d'errance. Ah ouais, c'est une transition vraiment brutale, et c'est pourtant pas une pub pour l'office de tourisme. Si le design de l'environnement évoque au moins à tout le monde ce qu'on appelle, moi le premier par paresse intellectuelle sans doute, la Scandinavie, je vais au moins resserrer les taux sur la Norvège pour pas trop passer pour un petit rigolo. La Norvège, c'est l'endroit où Michael Guillemot et ses équipes sont partis chercher la majeure partie des références graphiques, après quelques échanges avec des historiens, qui leur ont expliqué que ça aurait été sans doute bien trop casse-gueule de tenter l'amalgame à la Big Hero 6. De l'architecture aux vêtements, tout est profondément indissociable du pays en question. L'élément le plus frappant et le plus révélateur de la démarche étant sans aucun doute le rose-maling, présent durant l'intégralité du film. Le rose-maling, c'est un art du milieu du XVIIIe siècle. C'est l'ensemble de ces motifs-là que je vous montre encore quelques secondes, parce que vraiment c'est mignon comme tout. En termes d'animation, et plus particulièrement de design, la difficulté principale qu'a rencontré le staff vis-à-vis de cet art, c'est de donner naissance à des designs intéressants et joyeux, que ce soit pour les vêtements ou les quelques tapisseries par-ci par-là, qui soient assez complexes pour être admirés, mais pas trop pour ne jamais fatiguer l'œil du spectateur. Oh, ça aurait été une violation d'un principe de l'animation, et ça aurait particulièrement nui au film. Peut-être que vous n'y pensez pas, mais c'est un travail sur le design qui n'est véritablement possible qu'avec des modèles générés par ordinateur.
Même avec un studio colossal à la Disney, animer un tel niveau de détail et les garder bien en place en 2D traditionnel aurait été une charge de travail bien trop grande. Le niveau de précision est affolant, le niveau de simming l'est tout autant. Le simming, c'est l'abréviation de simulating, et c'est l'étape de l'animation qui consiste à choisir la matière des éléments à l'écran et à l'animer en conséquence. C'est pas qu'une question de mouvement. Les vêtements d'Elsa n'ont pas les mêmes propriétés à la lumière que les vêtements d'Anna par exemple. Nous sommes en Norvège, et pour coller à l'époque du film, la plupart des vêtements sont en laine, ça doit donc pouvoir se voir à l'écran. Le meilleur exemple du sérieux de ce travail sur les textures en action, c'est la différence de matière visible entre la tenue de Kristoff et celle d'Anna. Cette scène où la robe d'Anna est gelée est particulièrement bonne. Ça paraît peu comme ça de se dire qu'on doit designer de la neige et de la glace, j'ai même l'air un petit peu idiot avec mon titre. La texture de la neige et de la glace, c'est des choses simples à comprendre dans la vraie vie. Tu les touches, tu les manipules, tu ressens suffisamment pour comprendre. Et pourtant en animation, c'est un véritable défi technique. Les idées simples mais difficiles à mettre en place sont les suivantes. Tout doit être géométrique comme le château d'Elsa pour coller au choix de Guillemot. La densité des matières varie, par exemple les personnages laissent des empreintes de pas en marchant dans la neige, et la couleur à l'écran doit correspondre à l'ambiance de la scène. L'élément visuel qui m'a le plus marqué durant le premier visionnage du film, c'est la robe de glace d'Elsa. Ce vêtement est une réussite d'animation totale, un exemple de rose malling fichtrement élégant et surtout une immense preuve du soin apporté à la sensibilité du personnage. Cette robe est le reflet de la personnalité d'Elsa. Maintenant je vais dire un truc et vous allez y penser. La neige et la glace ne sont ni blanches ni bleues. Enfin, attendez, je précise quand même parce que je sens les insultes venir en commentaire. La neige et la glace ne sont pas forcément blanches ou bleues. Nous parlons d'animation. La couleur que vous verrez à l'écran, ce sera la couleur dont le staff a besoin pour atteindre vos petits cœurs sans doute devenus durs et secs après la traversée du désert début 2000. La neige a la couleur de la lumière dans la scène, et la glace a certes des teintes bleues selon sa profondeur, mais surtout elle est censée faire passer la lumière, ou pas s'il y a du givre dessus. Elle peut aussi servir de miroir. Si ça vous intéresse, jetez un œil aux documents que vous pourrez trouver sur l'hôtel de glace ouvert à Québec, au Québec. Je me fous même pas de vous, c'est effectivement l'endroit où le staff est allé pour trouver des références sur la glace. Vous apprendrez 2-3 trucs sur la glace. Par contre, je sais pas trop si on dort bien sur un lit en glace. Bref, intéressez-vous aussi à la gestion de l'espace durant les scènes où Anna et Kristoff sont ensemble. En termes de réalisation, ça permet de comprendre des choses très simples. Concrètement, dans une tempête de neige blanche, ce sont les seuls éléments à l'écran. Un plan large permet donc de faire sentir la solitude, voire l'adversité, si le paysage est menaçant, et les plans plus étroits permettent d'exprimer l'intensité émotionnelle entre deux personnages. C'est pas valable que pour la neige. C'est le même procédé avec du sable à la place dans Laurence d'Arabie par exemple. C'est l'idée principale de la chanson For the First Time in Forever dans laquelle Anna est balayée par une tempête de neige. Le vice y est tellement poussé à l'extrême qu'à la fin, Elsa et Anna partagent même plus les plans. C'est tout pour moi pour cette fois-ci, j'espère que ça vous aura plu, c'est un petit peu plus léger que d'habitude, mais ça me permettra de tenir le rythme un petit peu plus facilement. Partager, commenter, tout ça, ça me permet de faire passer les idées. Et puisque présenter un travail de recherche sans bibliographie c'est quand même un sacré travail de Jean Foutre, voici mon ouvrage de référence. Il est chouette et tout en anglais, il regorge de ressources graphiques et textuelles, mais je vous avoue quand même que je trouve la couverture supplémentaire sacrément moche. C'est pas un placement de produit rémunéré, je suis absolument pas payé pour ça, mais si ça vous tente de me soutenir à l'occasion, je mettrai peut-être des liens affiliés dans la description pour que vous puissiez vous les procurer. Ils vont en général bien au-delà de tout ce que je pourrais dire dans ces vidéos, et c'est logique, ce sont des bouquins de plusieurs centaines de pages. Cette fin de vidéo est maintenant bien trop longue, et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous tout doux. Bisous tout doux.